L'Afrique, connue pour sa richesse culturelle et sa biodiversité, abrite des phénomènes géologiques fascinants. Parmi ceux-ci, il y a la division du continent en deux. Oui, l'Afrique se divise lentement mais sûrement, et c'est ce qu'on appelle rift est-africain. Il faut savoir que la plaque africaine se compose de plaques Somalie et la plaque nubienne, qui partagent une frontière s'étirant sur plus de 6000 km. À un rythme de 6 à 7 mm par an, cette séparation tectonique pourrait sembler lente à l'échelle humaine, mais à l'échelle géologique, c'est un changement monumental. Il y a le long de cette fissure grandissante des lacs majestueux et des volcans imposants, dont le mont Kilimandjaro et le mont Kenya. Mais alors qu'une question agite la communauté scientifique, combien de temps faudra-t-il pour que cette division transforme le continent en deux entités distinctes ? Les chercheurs débattent. Certains avancent un délai de 5 millions d'années, tandis que d'autres envisagent une période bien plus reculée. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouvel océan se formera entre les deux futures terres africaines. Le phénomène du rift est-africain n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce qui rend l'Afrique aussi fascinante et aussi singulière. Avec ses particularités géologiques, ses cultures vibrantes, sa faune unique, ce continent est une vraie source d'émerveillement. Voyons donc ensemble les faits les plus passionnants sur l'Afrique. Si l'Afrique est un continent d'une richesse culturelle et naturelle incomparable, en revanche, un grand fléau y règne, la pauvreté. Paradoxalement, elle frappe les régions aux ressources les plus abondantes. Commençons par le Soudan du Sud, pays qui est né de la plus longue guerre civile d'Afrique. Bien qu'il soit très riche en pétrole, ce pays est entravé dans son développement par des inégalités profondes, une forte dépendance à l'aide internationale et des rigueurs climatiques terribles. En effet, les citoyens, majoritairement agriculteurs, se retrouvent impuissants face aux sécheresses et inondations dévastatrices qui anéantissent toute possibilité de récolte. Plus à l'ouest, le Burundi, qui a connu d'innombrables conflits passés, peine à se relever. La corruption endémique et les défis sécuritaires empêchent sa croissance. Les infrastructures manquent cruellement et l'accès à des besoins fondamentaux comme l'eau potable et l'électricité reste un luxe pour beaucoup. Ajoutons à cela une espérance de vie faible et un taux de mortalité maternelle alarmant. Le tableau n'est pas moins sombre du côté de la République centrafricaine, qui a pourtant un potentiel de développement incroyable. En effet, ce pays est celui qui contient le plus de ressources naturelles inexploitées. Or, diamants, uranium et pétrole y abondent, mais voilà, la gestion est calamiteuse. Les conflits politiques sont persistants et plongent le pays dans une crise humanitaire aiguë. Dans ce pays, la violence a bouleversé la vie de millions de gens, a entraîné des pénuries d'eau affreuses et des taux de mortalité infantile parmi les plus élevés du monde. C'est l'éternel paradoxe africain. Une terre généreuse et fertile, mais qui peine encore à nourrir ses enfants. La République centrafricaine n'est pas du tout un cas isolé. Beaucoup d'autres pays abritent dans leur sol de formidables ressources naturelles. Il y a quelques années, une carte des exportations a révélé que le continent noir recelait 40% des réserves d'or mondiales, 30% des réserves de minerais et 12% des réserves de pétrole. Avec cela, l'Afrique est une vraie corne d'abondance, en fait, de matières premières. Et ce n'est pas tout. Fer, cuivre, aluminium, platine, chrome et hydrocarbures, le gaz naturel, ne sont que quelques exemples de tous ces trésors enfouis. Mais tout ceci est bien abstrait, et la réalité est pour le moins assez différente. Et en tout cas très complexe. Les communautés locales ne profitent pas de cette abondance. Les économistes parlent de la malédiction des matières premières, un paradoxe propre à l'Afrique où le foisonnement des ressources naturelles n'entraîne pas forcément un développement économique durable. Ajoutez à cela une situation exacerbée par la volatilité des prix des matières premières, les défis de gouvernance, la corruption, les conflits civils, les partenariats avortés, les intérêts étrangers en contradiction avec les enjeux locaux, et vous obtenez une partie des facteurs qui ralentissent la croissance du continent. Mais il reste tout de même de l'espoir. Les économistes préconisent aux pays africains de se diversifier, en développant par exemple des secteurs industriels embryonnaires, à l'image du Maroc avec ses voitures, de la Tunisie et de son matériel électrique, ou encore des Seychelles avec leurs produits spécifiques. Bref, l'Afrique détient les clés de son avenir et on espère qu'il sera prospère. Le continent africain est non seulement le plus grand, mais le plus diversifié et le plus contrasté au monde. Il y a de la neige, un désert, de la verdure luxuriante, des sécheresses terribles et des précipitations très fréquentes. Plus précisément, l'Afrique englobe le désert le plus vaste et le plus aride du monde, en même temps que des forêts équatoriales denses et très humides, et ses côtes sont balayées par les vents où la pluie semble ne jamais s'arrêter. Oui, c'est la terre des climats extrêmes. Le Sahara, par exemple, couvre une étendue de plus de 8 millions de kilomètres carrés. Il n'y a presque jamais de précipitations. La terre est craquelée sous un soleil implacable. Et les températures diurnes peuvent grimper jusqu'à 50 degrés Celsius.
c'est le climat désertique. De l'autre côté se trouve le bassin du Congo avec son climat équatorial, et c'est un tout autre univers. Une atmosphère douce et constamment humide où la température moyenne est de 25 degrés Celsius. Les précipitations généreuses y dessinent des paysages verdoyants, c'est un vrai paradis pour la biodiversité. C'est dans le nord du Tchad qu'a eu lieu, en 2001, une découverte qui a changé notre compréhension de l'humanité. Il s'agit d'un squelette, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du plus ancien apparenté à la lignée humaine, datant de plus de 7 millions d'années, bien plus ancien que la fameuse Lucie. Ce fossile qu'on a appelé Toumaï a remis en question les théories antérieures sur l'évolution humaine. Mais alors, cet ancêtre tenait-il plus du singe ou bien de l'homme ? Des voix sceptiques ont pointé l'état fragmentaire du fossile et ont remis en doute son aptitude à marcher sur ses deux pieds, la bipédie. La vérité, c'est que Toumaï tenait un peu du bipède et un peu du singe. En se basant sur l'analyse de quelques os, les scientifiques sont parvenus à la conclusion que cet ancêtre était aussi doué pour grimper aux arbres que pour marcher sur ses deux pieds. Reportons-nous au temps présent, le Kenya. Une nation s'est forgé une réputation sans égale sur la scène mondiale de l'athlétisme. C'est véritablement le terreau des coureurs d'élite. Eh bien, figurez-vous que cette domination internationale n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un concours de facteurs environnementaux, culturels et peut-être même génétiques. Mais alors, pourquoi les Kenyans sont si doués pour la course ? La réponse se trouve dans les hauteurs de la vallée du Rift, où les villes d'Iten, Kaptagat et Bomet se dressent entre 600 et 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là, le terme entraînement en altitude prend tout son sens. Dans ces conditions, l'air plus raréfié en oxygène oblige le corps à compenser par une production accrue de globules rouges. Cela renforce ainsi l'endurance des athlètes. Il s'agit là du facteur environnemental. Mais la culture joue beaucoup aussi. La course à pied fait partie de la vie quotidienne des Kenyans dès le plus jeune âge. Pour beaucoup, courir de longue distance est une routine, que ce soit comme moyen de transport ou pour se rendre à l'école. En plus de cela, il y a l'alimentation. L'ugali, aliment de base au Kenya, est riche en glucides et fournit l'énergie nécessaire pour ces longues distances. Ce régime, allié à un entraînement rigoureux centré sur l'endurance, la force et la vitesse, est un pilier de leur succès. Et puis, leur corps maigre et leurs jambes légères aident beaucoup aussi. Alors, est-ce uniquement une question de génétique ? La réponse est non. Bien que cette dernière puisse influencer une certaine constitution physique propice à la course, c'est surtout la détermination, l'environnement, la culture et l'alimentation qui façonnent des athlètes tels que Paul Dergat et Eliud Kipchoge. On a vu qu'une bonne gestion de ressources naturelles pouvait contribuer au développement des pays africains. Mais il y a un autre aspect fondamental nécessaire au progrès, l'éducation. Qu'en est-il de l'alphabétisation en Afrique ? Et quels sont les pays qui ont le meilleur taux d'alphabétisation ? Eh bien, en tête du classement, il y a les Seychelles, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud. Ces trois pays se distinguent avec un impressionnant taux d'alphabétisation de 95% chez les personnes de plus de 15 ans. Pour les Seychelles en particulier, c'est une vraie démonstration de bonne volonté. En effet, ce petit archipel a réussi à atteindre les 6 objectifs d'éducation fixés par l'UNESCO grâce à des initiatives lancées dans les années 1980 et qui comprennent entre autres l'enseignement public gratuit et la promotion de l'alphabétisation des adultes. Ces efforts concertés ont fait de ce pays un excellent modèle à suivre. La Guinée équatoriale suit de près et les résultats encourageants que présente ce pays sont à mettre aussi au crédit de ses campagnes de mobilisation. Rendre l'école accessible à tous, c'est le grand enjeu. L'Afrique du Sud, quant à elle, malgré son taux d'alphabétisation très élevé, connaît tout de même un déclin de l'alphabétisation chez les jeunes. En cause, le multilinguisme et les transitions linguistiques dans le système éducatif. Voilà pour le podium. Juste après vient Sao Tomé et Principe, dont le taux d'alphabétisation est de 92% et le fruit d'efforts du gouvernement qui a rendu l'enseignement primaire obligatoire. Viennent ensuite la Libye, la Namibie et l'île Maurice avec un taux d'alphabétisation de 91%. Juste récompense aussi car ces pays ont effectué en commun des investissements significatifs dans l'éducation. Nous sommes à Igbo-Ora, une petite ville du sud-ouest du Nigeria, célèbre pour un phénomène fascinant devant lequel les scientifiques sont sans explication. Cette ville détient l'un des taux de naissance de jumeaux les plus élevés au monde. Le moins qu'on puisse dire en effet, c'est qu'à Igbo-Ora, rencontrer des jumeaux n'est pas exceptionnel. Presque chaque famille compte parmi ses membres une paire de jumeaux, voire plus. Cette particularité unique a poussé le chef local, Jimo Titiloy, à organiser un festival annuel dédié aux jumeaux.
Cet événement, qui rassemble plus de 1000 couples de jumeaux, est devenu une véritable attraction et attire des participants depuis des contrées aussi lointaines que la France métropolitaine. Mais qu'est-ce qui rend Igbo Ora si spécial ? La science, comme on l'a dit, peine à fournir une explication au mystère des jumeaux d'Igbo Ora. Toutefois, les résidents ont une hypothèse populaire, l'alimentation. S'il y a beaucoup de jumeaux dans cette ville, c'est grâce au plat local nommé amala, préparé à partir de farine d'igname. À vrai dire, cette hypothèse n'est pas sans fondement, car des scientifiques suggèrent que l'alimentation locale pourrait contenir des niveaux élevés d'hormones qui favorisent l'ovulation multiple. Cela expliquerait peut-être le nombre accru de naissances de faux jumeaux. Oui, mais c'est oublier un point qui n'est pas négligeable. La ville est également riche en naissances de vrais jumeaux qui proviennent d'un seul ovule fécondé se divisant en deux. Et il est difficile d'expliquer cela par l'alimentation. Au-delà des spéculations scientifiques, ce qui ressort clairement, c'est l'espèce de fierté patriotique que cette spécificité procure à la communauté. En effet, à Igbo Ora, les jumeaux ne sont pas vus comme une curiosité statistique, mais comme une bénédiction divine. C'est en Afrique que se trouve la ville la plus dangereuse du monde. Cette ville, c'est Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Sa réputation n'est pas usurpée. En effet, l'insécurité et la violence la rongent depuis des décennies. En cause, les insurgés d'Al-Shabaab, des islamistes qui veulent renverser le pouvoir, livrent une guerre sans merci au gouvernement somalien. La ville est devenue le théâtre d'attentats suicides, d'assassinats et de guérillas urbaines. Criminalité, kidnapping et extorsion y sont monnaie courante et l'accès aux services de base comme l'eau potable, l'école et les soins de santé est un luxe dans plusieurs quartiers. Mais depuis quelques années, heureusement, Mogadiscio voit la lumière au bout du tunnel. Ils déploient des efforts continus pour reconstruire leur vie et leur ville. Des marchés bourdonnants d'activités aux projets de construction qui reprennent, la capitale somalienne soigne ses plaies et se relève tant bien que mal. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Alors parmi tous ces faits intéressants sur l'Afrique, lequel vous surprend ou vous intéresse le plus ? Partagez vos avis dans la section des commentaires, laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.